Une femme est retrouvée nue et menottée à l'arrière d'un camion. Charge aux enquêteurs de faire toute la lumière sur cette affaire et ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de mettre la main sur un redoutable tueur en série. Aujourd'hui, la triste histoire de Robert Ben Rhodes, le tueur d'autostoppeuses. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors abonnez-vous. L'affaire commence le 1er avril 1990, au petit matin. Un officier de police de l'Arizona, Mike Miller, remarque un camion garé sur le bas-côté de la route. Les feux de détresse sont allumés. L'agent s'approche et entend les cris d'une femme. Quand il ouvre les portes, il découvre une femme terrorisée. C'est Kathleen Vine, 27 ans. Elle est donc nue et menottée. Et elle n'est pas seule, il y a un homme avec elle. C'est le conducteur, un certain Robert Ben Rhodes. Et il sera immédiatement arrêté pour voie de fait grave, agression sexuelle et kidnapping. Et ce qui frappe tout de suite les enquêteurs, c'est que l'arrière du camion est aménagé en véritable pièce de torture. Il y avait des chaînes, des menottes près du coin-lit, des sextoys et autres objets de torture, ainsi qu'une malle qu'ils appelleront, au vu de son contenu, un kit de viol. Ils trouvent également un appareil photo et des cheveux n'appartenant pas à Kathleen. Et Kathleen raconte aux enquêteurs son histoire. Elle a été prise en stop par Rhodes 1 heure avant, dans le nord de Phoenix. Il lui avait proposé de se reposer dans le coin couchette. Et c'est à ce moment qu'il l'a agressée et violée. Il lui a dit s'appeler Whips and Chain, ce qui signifie fouet et chaîne. Et il lui a aussi indiqué que ça fait maintenant 15 ans qu'il sévit. Les enquêteurs prennent la déposition de la jeune femme très au sérieux, mais ils ont peur pour la suite. Si son récit paraît crédible et qu'il est corroboré par des preuves factuelles, de temps en temps, Kathleen paraît divaguer. Elle parle par exemple de sa rencontre avec le président à qui elle aurait donné une puce électronique à propos d'une prison secrète. Et les enquêteurs savent qu'un bon avocat n'aurait eu aucun mal à décrédibiliser ce témoin. Il s'avérera d'ailleurs qu'elle était sujette à des délires paranoïaques. Robert Ben Rhodes dit de son côté que Kathleen est folle et que leur rapport était consentant et qu'elle lui avait même dit voyager à travers le pays en échange de sexe. Mais comme le veut la procédure, une perquisition est effectuée à son domicile et les enquêteurs y trouvent des objets de torture ensanglantés, un attirail de bondage, des menottes, des bijoux féminins, une serviette pleine de sang, des vêtements de femme, ainsi que des photos. Et sur ces photos figurent des femmes. 2 d'entre elles paraissent terrifiées et de toute évidence, elles posent contre leur gré. En voyant ça, les enquêteurs sont sûrs que Rhodes n'en est pas à son coup d'essai. Et si, au-delà d'être un violeur, c'était aussi un tueur, il leur faut retrouver ces femmes. Et le suspect est peu coopératif. Sans compter que Kathleen, le seul témoin, a des problèmes psychologiques. Ce sera donc sa parole contre la sienne. Et c'est la mort dans l'âme que les policiers proposent à Rhodes un arrangement, 6 ans de prison s'il plaide coupable, ce qu'il accepte. Et tenez-vous bien, seulement 1 an plus tard, il est déjà libérable sur parole. Et ça, les enquêteurs le savent, et pour le mettre définitivement hors d'état de nuire, ils mettent les bouchées doubles et fouillent dans son passé. C'est ainsi
qu'il découvre que 2 mois avant son arrestation, il avait été suspecté dans une autre affaire, celle de Nicole, une autostoppeuse de 18 ans. En effet, le 5 février 1990, cette jeune fugueuse s'était présentée paniquée à un commissariat. Elle avait expliqué qu'elle faisait du stop 6 jours avant, soit le 29 janvier dernier. Elle avait été prise par un routier quand celui-ci l'a menacée d'un couteau et retenue captive 6 jours. Et pendant ces 6 jours, elle dit avoir été baladée en camion à travers le pays, torturée et violée à répétition. L'homme lui a également coupé les cheveux, fait porter un collier de chien, percé avec un hameçon, etc. Elle avait indiqué que le conducteur avait transformé son véhicule en véritable salle de torture, mais par chance, elle avait réussi à s'enfuir alors qu'il s'occupait d'une livraison. Et avec les informations dont il disposait, et notamment la description du véhicule, les enquêteurs, à l'époque, étaient remontés jusqu'à un automobiliste, un certain Robert Ben Rhodes, qu'ils ont présenté à Nicole, mais qu'elle n'avait pas reconnu à l'époque. Elle a d'ailleurs demandé aux enquêteurs d'arrêter là les recherches. Elle se disait effrayée, éreintée, et voulait juste rentrer chez elle, en Californie. Et elle pensait que de toute façon, jamais aucun jury ne la croirait, et ce, malgré les nombreuses preuves et l'avis des policiers. Et à la vue de ce cas, les policiers reconnaissent là son mode opératoire. Ils retournent donc interroger Nicole, et elle avoue tout. C'était bien lui, mais elle avait, pour les raisons évoquées plus tôt, préféré ne rien dire. Et c'est ainsi que le FBI est appelé en renfort, et ils font le lien avec une autre affaire non élucidée qui a eu lieu en Arizona. Le corps d'une adolescente avait été retrouvé dans une grange abandonnée. L'autopsie avait révélé que, comme Nicole, ses cheveux avaient été coupés. Il s'agissait d'une adolescente de 14 ans, Regina Kay Walters. Et la stupéfaction, les enquêteurs se rendent compte que c'est l'une des jeunes filles sur les photos retrouvées chez Rhodes. Et ils savent désormais que cette jeune fille est morte. Et le dossier de Regina est envoyé au FBI et il raconte l'histoire de ce cas encore non résolu. Nous sommes en février 1990, à peu près à la même période que la séquestration de Nicole. À l'époque, Regina a 14 ans, elle habite Houston avec sa mère. Ses parents étant divorcés, sa mère cumulait plusieurs emplois pour subvenir à leurs besoins. Et alors que sa mère est au travail, la jeune fille prétexte rendre visite à une amie, mais à la place, elle fugue. Et elle n'en était pas à son coup d'essai. Elle avait des antécédents de fugueuse, mais ses parents ont tout de même immédiatement signalé sa disparition et sillonné la ville pour coller des avis de recherche. Et 5 jours plus tard, un témoin se manifeste. Il dit avoir vu Regina parler à 2 hommes le matin de sa disparition. Malheureusement, il n'a pas plus de précision, et 2 jours plus tard, un autre témoin se manifeste, et il donne l'adresse d'un appartement où Regina a été vue quelques jours plus tôt en train de faire la fête, chez un certain Gibbs, 17 ans. Il y avait sa petite amie et son meilleur ami, Ricky Lee Jones, 18 ans. Les policiers prennent l'affaire au sérieux et ils se rendent à l'adresse, mais personne ne répond. Gibbs et sa petite amie seront finalement appréhendés et interrogés. Et ils indiquent que Regina est avec Ricky Lee Jones. Ils sont en couple d'ailleurs, et il leur a parlé 4 jours avant. Aux dernières nouvelles, il prévoyait d'aller au Mexique, où Ricky Lee Jones avait des contacts, et aussi pour échapper à toute poursuite pour corruption de mineurs, car Ricky Lee avait 18 ans et Regina, rappelons-le, 14. Et comme il était en probation suite à un précédent délit, il risquait gros.
La description de Regina avait alors été envoyée au NCIC, une base de données nationale qui recense, entre autres, les victimes. Et si Regina est localisée quelque part aux États-Unis, la police de Pasadena en sera immédiatement informée. Le père de Regina est interrogé et il dit rechercher activement sa fille. Mais surtout, il explique avoir reçu un appel anonyme le 17 mars. Un homme, au téléphone, lui avait demandé s'il était le père de Regina. Il avait répondu que oui, et l'homme lui a dit qu'il savait où trouver Regina, et il lui a dit qu'il lui a coupé les cheveux. Le père a demandé si elle était toujours en vie, mais l'homme a raccroché sans répondre. Et la mère se manifeste également rapidement. Elle dit avoir reçu le même appel anonyme, mais cette fois, l'homme lui a donné rendez-vous le lendemain, dans un lieu public. Elle s'y rendra avec des officiers planqués, mais l'homme ne se présentera pas. Les enquêteurs s'occupent donc de retracer les 2 appels, ce qui prend du temps, et au bout de 2 jours, ils ont l'information qu'ils proviennent d'une station essence dans le Texas, à 200 km de là où Regina a été vue pour la dernière fois. Mais ce n'est pas tout, puisqu'encore 2 semaines plus tard, l'homme a rappelé la mère pour lui proposer un autre rendez-vous. La police repère l'appel, qui provient d'une cabine téléphonique, mais quand ils arrivent, l'homme avait déjà quitté les lieux. Puis quelques jours plus tard, le 23 avril, la police de Pasadena retrouve le corps décomposé d'une jeune fille. Et la description ressemble à celle de Regina. Des comparaisons dentaires sont effectuées, mais elles indiquent qu'il ne s'agit pas de la jeune adolescente. Puis, plus rien. Plus rien jusqu'au 12 octobre. Nous sommes quelques mois plus tard et 2 garçons jouent près d'une autoroute à Manville, toujours dans le Texas. Et ils trouvent des restes humains. Et encore une fois, des comparaisons sont effectuées, mais elles indiquent également qu'il ne s'agit pas de Regina. Et environ 1 an après sa disparition, alors qu'un fermier était sur le point de brûler sa vieille grange dans l'Illinois, dans laquelle il n'avait pas mis les pieds depuis au moins une bonne année, trouve à l'intérieur des restes humains. Les policiers se rendent sur les lieux et ils trouvent un squelette. Il n'y a aucun vêtement, ni aucun papier d'identité, ni sur, ni autour du squelette. Ils trouvent des fibres de tissu et du fil de fer. Fil qui a servi à étrangler la victime. Et l'autopsie montrera qu'elle avait été étranglée lentement. Les enquêteurs pensent d'ailleurs que la victime est une enfant, car le corps était petit. Après examen, on découvre que c'est le corps d'une jeune fille entre 14 et 16 ans. Ses cheveux ont été coupés, elle a été étranglée et la mort remonterait 1 an en arrière, vers septembre 89. Ils regardent alors dans le fichier NCIC afin de voir s'il y a une correspondance et ils sont frappés de constater qu'il y a 950 matchs potentiels. Mais cette fois, la comparaison avec le dossier dentaire de Regina indique une correspondance. C'est elle, c'est Regina. Mais si Regina est morte, où est donc passé Ricky Lee? Un profiler du FBI établit que Ricky Lee n'est probablement pas le tueur. La scène du crime indique que le tueur était dans le contrôle et qu'il s'agit probablement d'un homme plus âgé, d'un homme blanc, et qu'il devait probablement être routier, parcourant ainsi de longues distances. Les enquêteurs à l'époque se sont demandé où était alors le jeune Ricky Lee Jones. Il n'est pas retourné à l'école et n'a plus été vu par sa famille
depuis 1 an, à 200 km de là, dans le Texas. Eh bien, il faudra attendre 17 ans pour savoir ce qui lui est arrivé. Mais en attendant, il n'est pas réapparu. Imaginez donc la tête des enquêteurs quand ils découvrent ce cold case. Et en arrière-plan, c'est exactement la même grange abandonnée où a été retrouvé son corps. Et ce sont les vêtements de Regina qui ont été retrouvés chez Rhodes. Et il y avait aussi la fameuse robe noire. Et les fibres retrouvées près du corps sont les mêmes que la serviette couverte de sang. Les enquêteurs contactent l'ancien employeur de Rhodes. Il indique avoir vendu le camion, mais il est en mesure de leur fournir l'itinéraire des livraisons de Rhodes. Et ils se rendent compte que le 17 mars 1990, jour de l'appel anonyme passé au père de Regina, il était dans la station où avait été passé l'appel. Idem pour la cabine téléphonique qui a servi à appeler la mère, qui était elle aussi sur l'itinéraire de Rhodes. Et il a tout simplement trouvé les numéros dans le répertoire téléphonique de Regina, répertoire retrouvé chez lui. Il avait appelé le père de Regina pour le torturer en parlant de sa fille et entre autres des poils pubiens qu'il avait rasés. Et qui d'autre que le tueur pouvait savoir ça? Et dans ce carnet sera aussi retrouvée cette note. Les enquêteurs estiment qu'elle a été écrite par Rhodes. Ricky est un homme mort, le reliant ainsi à Ricky qu'on présume mort. Et concernant Ricky Lee Jones, il a été retrouvé très tôt, le 3 mars 91, son corps du moins. Il avait été tué par balle. Et comme il n'était pas du coin, on ne s'est pas douté une seconde que c'était le corps de Ricky. Il faudra attendre 17 ans, en juillet 2008, pour qu'à la faveur d'un test ADN, il soit enfin identifié et que sa dépouille puisse retourner auprès des siens. On l'a appelé John Doe, 17 ans durant. Et Rhodes, face à toutes ces coïncidences, finit par avouer, et il raconte. Regina Kay Walters faisait de l'autostop avec son petit ami Ricky. Il les prend à son bord et tue rapidement Ricky par balle. Il jette ensuite son corps dans le comté de Lamar, dans le Mississippi. Et une fois le jeune homme tué, la petite Regina est retenue captive. On ne sait pas combien de temps, car Rhodes refuse d'en dire plus. Mais comme il a pris des photos, les enquêteurs se servent de ces clichés pour estimer la durée de séquestration. En effet, je vous le rappelle, Rhodes avait rasé ses poils pubiens. Les enquêteurs ont donc utilisé l'évolution de ses ecchymoses et de la pousse de ses poils pour établir que la jeune fille a été retenue captive entre 1 et 2 semaines. Elle aura d'ailleurs été vue par nombre d'automobilistes en compagnie de Rhodes, sans que personne ne donne l'alerte. Et on devine les lubies du tueur. Il lui a coupé les cheveux, l'a torturée, lui a fait un piercing avec un hameçon, l'a violée constamment, des jours durant, et la voilà dans une grange, au fin fond de l'Illinois. Il l'a forcée à revêtir cette robe noire et ses talons aiguilles, et un tout petit peu plus tard, ce jour-là, elle mourra. Elle sera lentement étranglée avec du fil de fer. Elle aura donc payé très cher le prix de la liberté. Mais cette affaire n'est pas la seule qui va être élucidée. On lui découvre 2 autres meurtres, qu'il admettra d'ailleurs afin d'échapper à la peine de mort. C'était en 1990, soit quelques semaines avant le meurtre de Regina et le kidnapping de Nicole, l'autostoppeuse. Il a pris en stop un couple. Candace Walsh, une jeune autostoppeuse connue pour avoir été la petite amie d'un célèbre chanteur de métal, un certain Warrell Dane, des groupes Sanctuary et Nevermore, ainsi que son petit ami Douglas,
Ziskowski. Et Rhodes commence par se débarrasser de Douglas, qu'il tue assez rapidement, et qu'il jette dans le comté de Sutton, au Texas. Et comme pour Ricky Lee Jones, même si sa dépouille est rapidement découverte, comme il n'avait aucun papier d'identité sur lui et qu'il n'était pas du coin, il n'avait pas pu être identifié avant 1992, soit 2 années après. Et Douglas, éliminé, Candace se retrouve seule avec ce monstre. Et Rhodes compte bien faire durer le plaisir. Pendant 1 semaine, il la séquestre à l'arrière de son camion. Elle sera torturée et violée à d'innombrables reprises, puis enfin tuée avant que son corps ne soit jeté à la hâte dans le comté de Millard, dans l'Utah. Et enfin, au cours de la procédure, une autostoppeuse se manifeste et elle vient renforcer les doutes des enquêteurs sur la possibilité qu'il y ait bien plus de victimes, que sa période d'activité était bien antérieure aux années 90. La femme explique que quand l'affaire avait fait la une des journaux, elle n'avait pas reconnu Rhodes, car sur les photos, il avait pris de l'âge. Et c'est en regardant des photos de lui jeune qu'elle a fait le rapprochement. Cet homme, elle l'a déjà croisé 27 ans plus tôt, à l'été 1985. Elle a été prise en stop par Rhodes. Elle se souvient qu'il était grand et mince, et que comme la plupart des routiers de l'époque, il ne portait pas de pantalon. Elle se souvient aussi que sa cabine était d'une propreté époustouflante. Et si au début il paraissait normal, son attitude a changé assez vite. Il redressa son siège, son expression du visage se transforma en quelque chose d'arrogant et de vide, puis il a commencé à lui parler. Il lui a demandé si elle avait entendu parler de ce cadavre d'autostoppeuse retrouvé dans une benne à ordures. Elle avait dit que oui. Et seulement quelques instants plus tard, il a garé son camion sur le bas-côté de la route et a sorti un couteau de chasse. Elle lui disait qu'il n'allait rien faire, mais que s'il voulait vraiment, c'était son choix. Mais que s'il la libérait, jamais elle n'irait au commissariat. Et étonnamment, il l'a autorisée à s'enfuir en lui disant simplement un mot. Cours. Et c'est pétrifié qu'elle s'est enfuie dans les bois, et à la nuit tombée, elle en est sortie et a repris le stop. Elle s'est toujours demandé pourquoi il l'avait laissée partir, et si la fille, dans la benne à ordures, c'était lui qui l'avait tuée. On ne saura pas. En tout cas, Rhodes est jugé en 1994 pour le meurtre de Regina Kay Walters. À cette occasion, la jeunesse du tueur en série est étudiée à la loupe. Peut-être y a-t-il un début d'explication à ce parcours criminel. Il s'avère qu'il est né dans l'Iowa en 1945. Il fut les premières années élevé par sa mère, son père étant soldat et stationné en Allemagne de l'Ouest. Père qui quitta l'armée pour venir s'installer à nouveau avec sa famille quand Rhodes était à l'école primaire. Et a priori, c'était un enfant comme les autres, à l'exception de problèmes sociaux, qui ne seront pas précisés. Mais en dehors de ça, il était assez intégré, il était dans la chorale, dans l'équipe de lutte, l'équipe de football, et même dans un club de français. Et rien non plus dans son adolescence ne laisse présager le pire. Il va tout de même être arrêté à 16 ans pour avoir vandalisé une voiture et à 17 pour une bagarre de rue. Il obtient son diplôme secondaire en 1964 et rejoint aussitôt le corps des marines. Et le premier viol aura lieu cette année-là justement. Mais ce n'est pas lui qui violera, c'est son père. Il est emprisonné pour le viol d'une fillette de 12 ans. Mais alors qu'il est en prison, dans l'attente de son procès, il se suicide et les experts psychiatriques pensent que Rhodes tient sa tendance au sadisme de son père justement.
4 ans plus tard, en 68, après avoir commis un vol, il sera révoqué de l'armée, ce qui est considéré comme hautement honteux à l'époque. Il fera un bref passage par l'université, tentera de devenir officier de police, comme nombre de tueurs en série d'ailleurs, puis il sera employé dans des restaurants, dans des supermarchés, dans des entrepôts, avant de finir chauffeur-livreur longue distance. Et tout ce temps, il s'est marié 3 fois et a eu un fils de sa première épouse. En 1981, il s'intéresse au sadomasochisme et devient très actif dans la scène BDSM, qui signifie bondage, discipline, sadomasochisme. C'est un ensemble de pratiques sexuelles utilisant la douleur, la contrainte et l'humiliation. Il convertira d'ailleurs une de ses épouses. Et il agressera la dernière, Deborah Rhodes, je cite, psychologiquement, physiquement et sexuellement. Et à l'issue de son procès, c'est sans surprise que Rhodes est reconnu coupable du meurtre de Regina Kay Walters et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais la justice n'en a pas fini avec lui. Là, c'était en Illinois. Il doit maintenant être extradé vers l'Utah afin d'y être jugé pour le meurtre de Candace Walsh et Douglas Ziskowski. Mais les familles ont finalement préféré retirer les accusations en 2006. Peut-être que le sachant en prison sans possibilité d'en sortir, ils ont préféré se préserver d'un procès douloureux et 15 ans après les faits. Mais ce n'est pas tout. Il sera également extradé au Texas afin d'y être jugé pour le meurtre de Ricky Lee Jones. Et il échappera de justesse à la peine de mort en plaidant coupable du meurtre. Robert Ben Rhodes est aujourd'hui âgé de 73 ans et il purge sa peine au Menard Correctional Center de Chester, dans l'Illinois. Et comme il ciblait des autostoppeuses et des prostituées, il est probable que Rhodes ait fait bien plus de victimes que ce pourquoi il a été jugé, et on suppose aussi que sa période d'activité est comprise entre les années 75 et 90, faisant probablement plus d'une 50aine de victimes à travers le pays, et environ 3 par mois pendant ces grosses périodes d'activité. Et enfin, en 2009, face au nombre croissant de cadavres presque exclusivement féminins retrouvés au bord des routes américaines, on en dénombre plus de 500, le FBI a lancé un programme nommé le Highway Serial Killings Initiative afin de tenter de résoudre ces cas. Et la plupart des 200 suspects dans ces affaires sont justement des chauffeurs routiers qui parcouraient de longues distances. Comme toujours, je vous laisse en tirer vos propres conclusions et je vous dis à bientôt pour une autre triste histoire.